Merci à tous de votre présence. Merci d'être présent autour de Gilles Le Breton. Merci à Gilles Le Breton d'être parmi nous. Donc je rappelle que Gilles est notre député européen et donc prendra la parole tout à l'heure pour nous raconter un petit peu ce qu'il voit de son œil de parlementaire et puis sur le terrain aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi tous les conseillers régionaux qui sont là. Donc Brigitte Nedelec qui nous accueille aussi, Jean-Claude Blanchard, Brigitte Neveu qui vient de Vendée, et puis nos élus municipaux aussi, puisque nous avons Renée Fouché-Maury qui est conseillère municipale à Paimboeuf, Elisa Leblanc qui est conseillère à Mauves-sur-Loire, et puis Gauthier Boucher, que tout le monde connaît, qui est aussi à Saint-Nazaire. Donc je voudrais revenir premièrement sur l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc je vous rassure, je serai assez brève, hein. C'est pas moi que vous êtes venu écouter, c'est Gilles, mais je pense que c'est important aujourd'hui de redire un petit peu la position du Front National là-dessus et de vous expliquer pourquoi nous nous réjouissons de l'abandon de ce projet. Je rappelle que le Front National a toujours eu une position extrêmement équilibrée sur Notre-Dame-des-Landes, que ce soit tant sur le plan économique, écologique ou financier. Nous savons tous que ce projet était désastreux. C'est pourquoi nous nous réjouissons que le gouvernement ait décidé d'agrandir plutôt et de réaménager Nantes Atlantique. Nous rappelons aussi que la consultation qui avait été organisée en juin 2016 avait été biaisée, c'est-à-dire que n'a été interrogée que la Loire-Atlantique, ce qui est un périmètre un petit peu restreint, étant donné que les payeurs étaient bien la région des Pays de la Loire et la région Bretagne. Donc il n'est pas normal que ces gens-là n'aient pas eu leur mot à dire. Je tiens à rappeler aussi que cette consultation était à titre indicatif, c'est-à-dire qu'elle n'obligeait pas à la construction de l'aéroport. Bien sûr, elle avait été vendue par le gouvernement comme pour les opposants, c'était une consultation, et pour les personnes favorables au projet, on leur avait vendu que du coup derrière, on ferait ce projet. Il se trouve que M. Macron, pendant la campagne des présidentielles, probablement pour avoir quelques voix supplémentaires, avait dit que la consultation serait respectée, ce qui n'a pas été le cas, et nous voyons bien que le gouvernement, une fois de plus, nous ment et nous a menti pendant cette campagne. Et nous demandons donc au gouvernement de renégocier le coût des indemnités qui doivent être versées à Vinci, qui sont absolument astronomiques, et en disant qu'il y a une clause léonine qui permet de renégocier, puisque les risques pour l'État étaient quand même très grands dans ce projet, alors que Vinci ne prenait absolument aucun risque. Par ailleurs, nous demandons l'évacuation de la ZAD, de ces milices d'ultra-gauche qui sont extrêmement violentes et qui ont régulièrement saccagé le centre-ville de Nantes ou le centre-ville de Rennes. Et nous apportons bien sûr notre soutien aux forces de l'ordre qui sont déjà mobilisées sur place et aux prochaines, à celles qui arriveront ensuite pour évacuer, puisqu'apparemment ils sont attendus et ça ne va pas être facile. Et puis je tiens aussi à souligner que tous les élus locaux de Loire-Atlantique étaient favorables au projet, et on voit bien qu'il y a eu des magouilles, et donc nous nous réjouissons que le gouvernement ait choisi de désavouer ces magouilles politiciennes qui ont eu lieu depuis une cinquantaine d'années sur ce projet de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, alors je voudrais vous dire aussi que le début d'année n'est pas facile pour nos concitoyens. Je pense que vous en avez tous fait les frais. Notre nation continue à se déliter chaque jour un peu plus sous le coup d'une immigration de masse incontrôlée qui met en péril les finances de notre pays, de notre département,
comme l'a avoué le président du département de Loire-Atlantique, qu'elle met en péril aussi notre civilisation. Je constate aussi que les Français vivent chaque jour un peu plus dans l'insécurité, notamment à Nantes, où les faits divers sont devenus fréquents et quotidiens, je dirais même, et de plus en plus violents. Que le chômage continue à augmenter, que notre industrie quitte le pays, se délocalise, que notre pouvoir d'achat continue de réduire comme peau de chagrin avec l'augmentation du tabac, des frais bancaires, des timbres, du gaz, de l'électricité, du carburant, des PV de stationnement, et j'en passe, la liste est longue. Je constate aussi que nos libertés individuelles et d'expression sont menacées, notamment par la prochaine loi des fake news. Vous avez aussi entendu parler de l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h, qui est contraire, je le rappelle, aux promesses électorales de M. Macron. Donc un mensonge de plus, et qui est en fait un nouvel impôt déguisé, avec la hausse du carburant, la hausse des points qui seront révisés pour le contrôle technique, etc. Je constate aussi que nos forces de l'ordre, que les surveillants pénitentiaires sont agressés régulièrement, que l'impunité est du côté des criminels et des voleurs. Et je crois qu'il faut que tout cela cesse. Malheureusement, l'élection d'Emmanuel Macron n'arrange pas la situation de notre pays. Et donc, je voulais vous dire que vous avez choisi le bon parti, que la seule véritable opposition, c'est bien celle du Front National, c'est bien celle de Marine Le Pen, c'est bien celle de nos députés Front National au Parlement. Et donc, j'ai envie de dire, continuons, ne baissons pas les bras et réveillons nos concitoyens. Entrons en résistance pour sauver notre pays, notre civilisation, notre culture et notre identité. Voilà. Je laisse la parole 5 minutes à Jean-Claude Blanchard, donc conseiller régional des Pays de la Loire. Messieurs, mesdames, bonjour. Bonjour Gilles, toujours heureux de te voir en Loire-Atlantique. Moi, je ne vais pas amener une petite note discordante dans ce beau discours d'Éléonore. J'ai l'avantage, enfin si on peut appeler ça un avantage, d'être un des plus âgés ici. J'ai aussi, je vois Jean Robé là-bas, mais je suis depuis 1984 au Front National, donc j'ai vu cette évolution, j'ai vu pas mal de choses à ce front, dont je reste bien sûr fidèle. Ce qui n'empêche pas quelques inquiétudes de ma part. J'espère que Gilles sera là pour me rassurer. Donc nous sommes entre nous, donc nous pouvons parler peut-être des choses qui peuvent en inquiéter certains, ou je suis peut-être le seul que ça inquiète. Je veux parler que depuis, disons, cette campagne des présidentielles, je pense que le Front s'intéresse beaucoup moins aux problèmes identitaires, aux problèmes d'immigration qui concernent notre pays. Je crois que ce qui rattache une majorité d'adhérents à notre mouvement, c'est justement ces domaines. Donc c'est vrai que je demande à être un peu rassuré en disant, bon, ce congrès qui se prépare, on va enterrer beaucoup de choses. J'ai l'impression que Marine parle d'enterrer le nom. Marine en parle beaucoup. Je n'ai pas l'impression que les adhérents se soient présentés et présenter leurs revendications à ce sujet-là. D'après les échos qu'on en a, ça serait plutôt le contraire. Nos adhérents restent un peu attachés à ce nom. J'ai amené dans ma poche 2 cartes. Une qui date de 2007 avec Jean-Marie Le Pen. Il y a la flamme. Celle-ci date de 2011, c'est Marine, mais il y a toujours la flamme. Donc j'espère que cette flamme va rester, parce que nos amis qui considèrent qu'il suffira de balayer cette flamme, de la faire disparaître, nos amis qui espèrent qu'il suffira d'enlever le Front National pour être d'un seul coup présentable devant cette fausse droite et de cette gauche qui nous est, j'ai l'impression que vous parcourez un mauvais chemin, j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'illusions. Moi je suis très fier de m'être battu pour ce parti, avec ce nom de Front National.
Je suis très fier de m'être battu pour ces 3 couleurs. Et j'espère que j'ai tort, mais je n'ai pas l'impression que vous serez mal vu, vous serez mieux vu par nos adversaires parce que vous aurez pris un nom beaucoup plus fréquentable, des couleurs qui ne seront plus les nôtres. Enfin, j'espère me tromper. Bon, je vais laisser la parole à Gilles qui vous rassurera, j'espère. Chers amis, je suis très content d'être là, en Loire-Atlantique, où je viens très souvent, sur les invitations tantôt de Jean-Claude, tantôt d'Éléonore. Donc aujourd'hui, c'est Éléonore. Je la remercie beaucoup. Je remercie également Claude de nous prêter son établissement. Magnifique, je dois dire. Je suis très, très impressionné, Claude. Je commençais à dire que c'était un beau lieu avant même de savoir que ça t'appartenait. C'était vraiment sincère. Je suis très, très content de reconnaître parmi vous des cadres émérites du front, notamment Brigitte Neveu et Jean-Romé Charbonneau, qui étaient secrétaires départementaux quand j'ai fait ma campagne. Je n'oublie pas toute l'aide l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée. Vraiment, je respecte beaucoup tout le travail qu'ils ont fait. Et ils sont des exemples pour les autres. Il faut quand même en être conscient. Alors je tiens, avant toute chose, à rassurer un peu Jean-Claude. Beaucoup, j'espère. Mon cher Jean-Claude, le Front n'a pas du tout renoncé à défendre l'identité et la souveraineté. Ce sont vraiment les 2 jambes sur lesquelles il faut que nous continuions à marcher. Dans les discussions que nous avons en bureau politique, il est très clair qu'on est attaché à ces 2 réalités-là. On n'a aucunement l'intention de sacrifier la défense de notre identité. Au contraire même, si tu écoutes attentivement Marine, je trouve qu'elle insiste beaucoup justement sur cette fidélité à nos valeurs qui ont toujours été les valeurs du Front. Il n'y a absolument aucun problème. S'il y a effectivement un débat sur le changement de nom, c'est pas pour faire plaisir à nos adversaires, pas du tout. C'est parce que beaucoup de membres du Front, beaucoup de cadres ont fait l'analyse qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui sont tout près de voter pour nous et qui pourront le faire peut-être un peu plus facilement si on fait un petit pas pour leur montrer qu'on est un parti véritablement de gouvernement. Et je pense qu'au nom Front National, ça colle, alors à tort ou à raison, mais l'image plutôt d'un parti de protestation. Et les gens certains électeurs, en tout cas, ne veulent plus que nous soyons simplement un parti de protestation. Ils veulent qu'on propose un programme de gouvernement pour un jour gouverner le pays. Parce que les gens sont tellement inquiets qu'ils sentent bien que la protestation ne suffit plus. Il faut véritablement qu'on y arrive, qu'on dirige ce pays à la place de Macron. Et justement, pour leur montrer qu'on veut rompre peut-être avec cette culture de la protestation et devenir un parti de gouvernement, il faut faire un geste. Alors on est en train de se demander, en effet, s'il ne faut pas changer de nom. En revanche, il y a un consensus qui se dégage aussi pour dire que si on était amené à changer de nom, à ce moment-là, il faudrait quand même garder la flamme. Il ne faudrait pas tout changer. Parce que la flamme, on y est attaché, et puis vraiment c'est un symbole visuel, quoi. On se reconnaît au premier coup d'œil avec ce symbole-là, et franchement, même au bureau politique, si ça peut vous rassurer, il y a vraiment une large majorité qui dit qu'il faut en tout cas garder la flamme. Sur le changement de nom, rien n'est fait. Marine a dit qu'elle avait consulté les adhérents, qu'elle allait en tenir compte, et puis de toute façon, au Congrès, ça sera mis au vote des militants. Donc si véritablement, malgré les explications de Marine, les militants ne veulent pas changer de nom, à mon avis, on ne changera pas. On est un parti démocratique. C'est pas un président ou une présidente qui va imposer toute seule son point de vue. Et d'ailleurs, c'est pas du tout l'optique dans laquelle elle se place. Elle dit bien qu'elle fait des propositions, mais son rôle aussi, c'est de faire des propositions pour essayer d'amener le mouvement toujours plus haut. Jusqu'à présent, on n'a pas eu à se plaindre de suivre Marine. Elle nous a quand même amenés au 2e tour des présidentielles. Alors certains me diront, mais Jean-Marie Le Pen l'avait fait aussi. Oui, mais dans des conditions très différentes. Jean-Marie Le Pen avait bénéficié d'un effet de surprise. Personne, aucun sondage ne l'avait annoncé au 2e. Donc du coup, nos adversaires ne l'avaient pas attaqué suffisamment. Et avec l'habileté qu'on lui connaît, évidemment, il s'était faufilé. Mais dans le cas de Marine Le Pen, c'est un exploit encore plus retentissant, parce que depuis le début, elle était favorite pour accéder au 2e tour. Depuis le début, les médias n'ont cessé de raconter n'importe quoi sur elle, de sortir de pseudo-scandales pour essayer de la discréditer. Et bien, malgré tout, elle a réussi. Et franchement, c'est
c'est un sacré défi. Je ne connais pas un autre pays dans lequel quelqu'un, lors de présidentielle, est arrivé à un deuxième tour alors que tous les médias étaient contre lui. C'est véritablement un exploit. Il faut s'en rendre compte. Alors après, bien sûr, on aurait souhaité gagner. Moi, le premier. Je crois qu'il faut dire que le peuple français n'était pas encore mûr pour l'élire. Alors on peut le regretter, moi je le regrette en 2017. Déjà nos concitoyens ont fait un énorme effort en nous propulsant au deuxième tour, un énorme effort en acceptant d'élire, dans un mode de scrutin qui ne nous est pas du tout favorable, 8 députés au lieu de 2. C'est quand même aussi un net progrès. Mais voilà, les gens, je pense, à un moment donné, ont calé un peu. Beaucoup d'électeurs ont calé, n'ont pas osé. Mais il y en a beaucoup qui sont tout prêts. Et moi, je le vois aussi, alors je ne vais pas citer de nom, parce que je crois que je suis enregistré, je ne voudrais pas leur attirer des ennuis, mais je le vois au Parlement européen. Des eurodéputés qui sont élus dans d'autres partis, français, hein, et qui nous traitaient un peu comme quantité négligeable. Ces derniers temps, je trouve, commencent à nous adresser beaucoup plus la parole, parce qu'ils commencent à se dire, hein, et certains sont très connus, hein, ils commencent à se dire que peut-être, s'ils veulent revenir au pouvoir, ils auront besoin de nous. Voyez ce qui s'est passé en Autriche. C'est un modèle. En Autriche, vous avez un parti de droite traditionnel assez conservateur, dont le chef de file est le jeune Sebastian Kurz, et en deuxième position, il y a nos alliés, dirigés par M. Strache, qui m'a reçu avec Marine Le Pen à Vienne, hein, et qui est maintenant vice-chancelier. Eux, ils ont réussi, la stratégie d'alliance les a amenés au pouvoir. Voilà peut-être une solution pour nous. Alors nous, évidemment, on souhaiterait plutôt des alliances dans lesquelles on serait le premier parti et pas le deuxième, pour accéder à la présidence de la République, évidemment. Mais ce qu'ont réalisé nos alliés autrichiens doit nous faire réfléchir. À un moment donné, ils avaient le choix, soit essayer de se battre tout seuls, essayer de déboulonner la droite classique, soit faire une alliance. À partir du moment où la droite classique a beaucoup évolué idéologiquement, il faut dire, notamment sur le problème de l'immigration, eh bien, ils ont vu l'intérêt du pays, parce que c'est toujours ça qui doit nous guider, et l'intérêt de l'Autriche, c'était évidemment de faire alliance. Et regardez ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il s'est passé quelque chose d'inimaginable ces derniers jours. Madame Merkel a obtenu un rendez-vous avec le chancelier Kurz, et elle a été pratiquement lui intimé l'ordre de s'incliner et d'accepter la politique de répartition des migrants dictée par l'Union européenne, mais en fait, en sous-main, voulue par l'Allemagne. Qu'est-ce qu'a dit Kurz? Pas question. Pas question. Madame Merkel est repartie bredouille. C'est incroyable. Hein, et ça veut dire que, attendez, ce n'est pas seulement cela, c'est que non seulement Kurz est en train de dire qu'il ne prendra plus de migrants en Autriche, donc ça tant mieux pour le peuple autrichien, mais il va plus loin. En tant que dirigeant d'un pays membre de l'Union européenne, il a dit qu'il ne veut pas que l'Union européenne continue cette politique, c'est-à-dire qu'il est en train de nous défendre. Et pourquoi? Parce que derrière lui, pourquoi est-ce que la droite classique s'est subitement convertie à nos idées en Autriche? Parce que derrière, il y a notre allié, le FPO, hein, dirigé par Strache, qui, franchement, est pratiquement l'alter ego de Marine, ils pensent la même chose, ils s'entendent très bien. Et bien Strache, derrière, est devenu suffisamment puissant pour pousser. Idéologiquement, il a gagné, Strache, en fait. Il est en train d'imposer son programme. Et la meilleure preuve, c'est que si vous regardez quel ministère il a obtenu tous les ministères régaliens, il n'est pas fou. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère de la Justice, hein, il a tout pour verrouiller tous les problèmes de sécurité. Hein. Et bien moi je dis chapeau. Et Strache, encore une fois, c'est vraiment quelqu'un qui est proche de nous. Hein. Marine le rencontre souvent, Marine nous l'a présenté, il nous a très très bien reçus à Vienne. Je me souviens d'un meeting à Vienne où il y avait une ambiance, on se serait cru au Front National, vous savez, avec plein d'Autrichiens, c'était très populaire, qui brandissaient des drapeaux autrichiens en mangeant des saucisses. Et ce qui était bien, de la part de Strache, je trouve que c'est très élégant, c'est qu'il a fait défiler les eurodéputés alliés, donc, qui n'étaient pas autrichiens, les uns après les autres sur la scène, il les a fait applaudir par la foule. Et c'est un souvenir vraiment inoubliable. Alors vous voyez, ça montre bien que on est tout prêt, on tient le bon bout. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Notre principal allié autrichien vient d'y arriver. Donc on peut y arriver aussi. Mais je pense qu'il faut
peut-être se départir d'une certaine rigidité qui a pu nous caractériser. Il faut que nous aussi, nous soyons capables de faire un pas dans la direction des électeurs et pourquoi pas dans la direction de futurs alliés. C'est la raison pour laquelle, mon cher Jean-Claude, je suis favorable au changement de nom. Alors après, bon, c'est un point de vue purement personnel. Moi, je suis démocrate. Si la majorité des militants disent non, ça sera non. Et je ne serai pas malheureux parce que le Front National, pourquoi est-ce qu'on est attaché au nom Front National? Parce que moi aussi, j'y suis attaché. C'est parce que on a pris pas mal de coups en défendant nos couleurs, en distribuant les tracts du Front National, en collant les affiches du Front National. Moi, j'ai quelques souvenirs, et pourtant je suis relativement jeune dans le mouvement, mais de coller des affiches dans les cités, où il y avait le type qui faisait le guet au bout de chaque rue, et puis on se dépêchait parce qu'en fait, il y avait un danger physique. On a tous connu ça. Eh bien, voilà, le Front National, ça symbolise aussi tout ça, toute cette histoire. C'est pas seulement une idée, le Front National. C'est une expérience vécue, c'est quelque chose de charnel. Donc je sais bien que c'est difficile de changer de nom. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut le faire quand même. Alors, je voudrais, ceci étant dit, vous parler de diverses choses. D'abord, peut-être, puisque nous sommes à Nantes, un petit point d'actualité, mais rapidement, puisque Eleonore a eu la bonne idée d'en parler, sur Notre-Dame-des-Landes, en effet, la position du Front, qui a été une position réfléchie. Je me souviens qu'on avait pris le temps de la réflexion avant de nous lancer, c'est que c'était un projet démesuré. D'après toutes les études qu'on avait pu consulter, notamment certaines qui étaient très bien faites, par exemple de l'association Nexus, on s'était aperçu qu'on pouvait tout à fait faire face à l'augmentation du trafic en reprenant l'aéroport de Nantes-Atlantique. Donc on s'était dit c'est un projet surdimensionné, probablement pour faire plaisir à une entreprise privée qui va tirer les marrons du feu, et il fallait stopper là. Je me souviens, on oublie maintenant, mais je me souviens d'un élément qui devrait vous ouvrir les yeux quand même, pour vous dire que c'était bien quand même le souci peut-être d'avantager aussi une société privée. L'ancien préfet de Loire-Atlantique a été recruté par la société qui bénéficiait de la construction du nouvel aéroport. Moi je dis que quand on constate des choses comme ça, c'est que ça n'est pas clair. C'est que l'étanchéité entre l'État qui décide et la société qui va faire du profit, cette étanchéité n'est plus assurée. Donc ça, c'est absolument scandaleux. On avait fait un colloque à Nantes en 2015 pour dénoncer justement ce genre de pratique et dire que les choses n'étaient pas du tout claires. Alors de ce point de vue, je me réjouis, moi personnellement, que le projet soit abandonné. Mais maintenant, bien sûr, reste à évacuer les zadistes, parce que franchement, quelle déchéance pour l'État d'avoir supporté cette occupation, cette zone de non-droit pendant 5 ans. C'est inadmissible. D'autant que du coup, on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait à Nantes et à Rennes, puisque comme ils sont entre les deux, moi je me souviens un jour, j'avais voulu faire une conférence de presse à Nantes, dans un bar. Ça n'a pas été possible. Le préfet m'a dit, ah ben non, je ne peux pas assurer votre sécurité, les zadistes ont menacé de venir. Mais on croit rêver, j'ai dit, monsieur le préfet, votre rôle, c'est pas de m'interdire de venir, c'est d'amener des cartes de CRS. Vraiment, c'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers. Donc j'avais fait une vidéo furibarde dans laquelle j'avais demandé la tête du préfet, mais je suis sûr qu'il continue à mener tranquillement sa petite carrière. Passons à la rentrée. Je ne sais pas si vous l'avez observé, mais il y a 2 phénomènes que je trouve vraiment intéressants depuis cette rentrée. Le premier phénomène, c'est que Macron commence à connaître beaucoup de difficultés. Et le deuxième phénomène, c'est que Marine est en train de réussir sa rentrée. Et oui, je le pense. Alors je vais vous expliquer ça. Tout d'abord, le premier phénomène, Macron est en grande difficulté. Il est en grande difficulté déjà du point de vue de l'immigration. Les chiffres ne sont pas bons. 262 000 titres de séjour délivrés en 2017. Il ne peut pas dire que ce n'est pas de sa faute, il a quand même fait la moitié de l'année. C'est beaucoup plus que l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'on est en train de distribuer les titres de séjour à tour de bras. Pendant longtemps, on était à 200 000 par an. Alors on hurlait déjà, non c'est trop. Maintenant, on est à 262 000. Vous voyez la progression. C'est pas bon du tout. D'ailleurs, la presse n'a pas manqué de signaler que c'était quand même une grosse augmentation. Le nombre de demandeurs d'asile, pendant longtemps, on en avait 60 000 par an. Là, pour la première fois, on a franchi la barre des 100 000. Évidemment, tout le monde demande l'asile, puisque vous savez que le droit français est très généreux.
Tant qu'il n'y a pas une première décision et puis une deuxième décision rendue sur la demande d'asile, le demandeur d'asile a le droit de rester. Donc même s'il n'a aucune chance, bon, évidemment, il sait très bien qu'il va gagner quelques mois de répit en déposant une demande d'asile. Donc tout le monde devient demandeur d'asile en réalité. Donc plus de 100 000. Et là encore, on est passé en très peu d'années de 60 000 à 100 000. Donc au train où nous allons, on sera à 200 000 dans 3 ou 4 ans. Hein. Il faut prendre conscience. Vous vous rendez compte, 200 000, c'est une grande ville française. C'est l'équivalent d'une grande ville française. Nous y sommes tout proches. À côté de cela, il y a aussi tout le nombre d'étrangers qu'on a du mal à recenser, puisque ce sont ceux qui profitent du système Schengen, qui sont recensés officiellement dans d'autres pays partenaires, notamment en Allemagne, et puis qui ensuite traversent évidemment librement la frontière et viennent chez nous. Tous ceux qui sont à Calais, c'est ni des gens qui ont des titres de séjour, ni des demandeurs d'asile en général. C'est encore une autre catégorie, vous voyez, qui n'est pas comptabilisée dans les 362 000 qu'on vient de passer en revue. Alors pendant ce temps-là, pour se défendre, Macron dit « Oh, mais on augmente le nombre de départs forcés. Oh là là, 14 000. 14 000 en un an. D'un côté, vous en avez 362 000 qui arrivent, de l'autre côté, on en repousse 14 000. Mais, enfin, on se moque du monde. Et il n'y a pas un journaliste qui ose dire, mais enfin, tout ça n'est pas sérieux. Hein, non, non, les gens disent, vraiment, efficacité de la politique de reconduite des migrants. Bah, écoutez, moi, ça me fait rigoler quand même. Hein, dans quel monde on vit. Hein. C'est à pleurer, c'est à pleurer. Et donc, vous voyez, Macron, là, il commence à avoir du mal à faire une union. Pourquoi est-ce qu'il a fait son grand rout à Calais? C'était justement parce que les mauvais chiffres venaient de sortir. Et donc, aussitôt, c'est ça, c'est un spécialiste de la com, hop, on fait un coup de com, on fait des beaux discours. Et alors le contenu, en plus de ce qu'il nous a dit à Calais, c'était pour l'essentiel qu'il allait... alors, il y a deux mesures, en fait. La première, c'est vis-à-vis de l'Angleterre. Hein. Oh, on va recevoir 50 millions d'euros de plus de l'Angleterre pour retenir les migrants. Mais sauf que nous, on ne veut pas retenir les migrants. On veut les faire partir. Vous voyez, il y a quand même un malentendu, là. Moi, ça ne me rassure pas du tout, cette annonce. Hein, parce qu'en réalité, il disait on va renégocier le traité du Touquet. Il n'a rien renégocié du tout. Hein. L'Angleterre a bien voulu nous donner une aumône. Donc on continue à empêcher les migrants d'entrer chez elle. C'est-à-dire que nous, vous voyez, on n'a pas le droit d'interdire aux migrants d'entrer chez nous, finalement, avec Schengen. En revanche, on est tenu de les empêcher de partir dans le pays voisin. Voilà, donc ça c'est quand même extraordinaire. Et la deuxième mesure qu'il a annoncée, c'est que dans les centres de rétention administrative, où on enferme les étrangers en attendant qu'on puisse trouver une solution pour s'en débarrasser, eh bien, la durée limite pendant laquelle on peut les garder passerait de 45 à 90 jours. Sauf que c'est un effet d'annonce, parce que si on n'est pas capable, au bout de 45 jours, de trouver une solution pour se débarrasser de l'étranger, ben je peux vous dire que dans 9 cas sur 10, on ne sera pas davantage capable au bout de 90 jours. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est les professionnels eux-mêmes. Parce que on a eu la bonne idée, et l'idée nous a été soufflée par Marine Le Pen, avec Nicolas B et mon autre collègue eurodéputé Christelle Le Chevalier, bien mardi dernier, nous avons été à l'improviste taper à la porte du centre de rétention administrative de Strasbourg. Ça tombe bien, on avait une session à Strasbourg, et donc au lieu d'aller au Parlement le mardi matin, hop, on a fait un petit coup de théâtre, on s'est présenté devant cet établissement, on a frappé à la porte, on dit voilà, on est eurodéputé, une loi de 2009 nous donne le droit d'entrer, nous voulons entrer, voir un peu ce qui se passe. Voilà. Alors c'était une expérience absolument unique. Là, je dois vous dire que les personnels nous ont reçus avec beaucoup d'amabilité. Alors, bien sûr, très professionnels, ils ont respecté une stricte neutralité politique, hein, mais voilà. Nous avons serré la main à tous les policiers qui étaient là, car il faut le savoir que ces centres ne sont pas gérés par les personnels pénitentiaires, mais par des fonctionnaires de la police des frontières. Donc on a vu tous les policiers qui étaient là, on leur a serré la main, on s'est présenté à eux. Les infirmières aussi sont venues nous voir. Même le personnel, on a eu un peu de chance, de l'association qui donne des conseils juridiques aux migrants. Généralement, ce sont des associations gauchistes, et là, on est tombé sur une association beaucoup plus apolitique, puisque c'était l'Ordre de Malte. Et donc, les gens de l'Ordre de Malte, on considérait plutôt qu'on était des parlementaires, nous ont reçus avec beaucoup d'amabilité. Et bien sûr, aussi les fonctionnaires de l'Office français d'immigration et d'intégration qui sont à l'intérieur. Puisque les policiers, eux, ils gèrent l'aspect physique, hein, ils empêchent les étrangers de s'enfuir. L'OFII, lui, gère les aspects de procédure administrative pour faciliter leur retour. Voilà, on est resté 1h30. Hein.
On est resté 1h30, on nous a fait vraiment tout visiter, on a absolument visité le moindre local. Alors, la bonne nouvelle que je tiens à vous annoncer, c'est que véritablement, ce sont des locaux qui offrent des conditions de sécurité optimales. Hein. Il y a bien sûr un double grillage, il y a des patrouilles qui circulent entre les deux grillages qui font le tour, il y a une espèce de mirador. Voilà, alors ce ne sont pas des prisons hein, techniquement, puisque les gens qui sont là sont simplement, si j'ose dire, des étrangers en situation régulière, mais pas des délinquants violents a priori. Donc c'est un peu plus souple comme régime que dans les prisons, mais néanmoins, les conditions de sécurité, à mon sens, sont quand même très bonnes. Et, bon, je crois qu'il faut féliciter les professionnels qui travaillent là-dedans, qui m'ont l'air extrêmement motivés, très bien organisés. Voilà. Alors, nous n'avons pas constaté de surpopulation parce que ce centre est un peu particulier. Il a été arrêté, il a été fermé 3 ans pour travaux et il a réouvert lundi dernier. Donc en arrivant mardi, évidemment, ils n'avaient pas eu le temps encore de le remplir, alors qu'il n'était pas plein. Mais il va être rempli très, très rapidement. Hein. En réalité, c'est ça la triste réalité, c'est qu'ils manquent de place dans les centres de rétention administrative. Alors sur l'affaire des 90 jours, je tiens à vous dire quelque chose, on a posé la question au personnel. Est-ce que vous pensez que c'est utile 90 jours au lieu de 45 ? Et ils nous ont dit, ben, ça ne sert pas à grand-chose, parce que si au bout de 45 jours on n'a pas réussi à renvoyer quelqu'un, c'est souvent pour des motifs qui sont déterminants, c'est qu'on ne connaît pas leur nationalité. Donc, si on ne connaît pas la nationalité d'un étranger, vers quel pays voulez-vous qu'on le renvoie ? C'est un sérieux problème. Hein. Donc il est peu probable qu'en mettant 45 jours de plus, on en sache davantage. Alors que fait-on des étrangers qu'on n'a pas réussi à reconduire au bout des 45 jours ou bientôt au bout des 90 hein? Je vous donne en 1000. On les relâche, bien sûr. Eh oui, on les relâche dans la nature, puisque comme techniquement ils ne sont pas assimilés à des délinquants, les mettre en prison. Et comme d'un autre côté, ben, on n'arrive pas à exécuter l'éloignement forcé, ben, voilà, on les fait sortir. Alors ça, c'est un peu désolant. On a demandé quelle était la proportion constatée à Strasbourg. Et sur Strasbourg, c'est 1 sur 5. C'est-à-dire qu'un étranger sur 5 qui est enfermé dans ce centre, en vue d'être réexpédié dans son pays, et bien finalement est relâché. Parce que voilà, on n'arrive pas à trouver de solution, en général, parce qu'on n'arrive pas à faire la preuve de sa nationalité. Et beaucoup d'étrangers qui sont pris, par exemple, ont plusieurs cartes d'identité, donc il est absolument incapable de savoir laquelle est la bonne, si même il y en a une qui est bonne. Et du coup, évidemment, les États qui seraient susceptibles de les recevoir en profitent pour dire bah non, en fait, il n'est pas de chez nous, on n'en veut pas. Voyez, on est piégé. Donc c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Voilà, en tout cas, ça, je pense que ça a été bien perçu. Les journalistes des dernières nouvelles d'Alsace ont été très très surpris de notre démarche. Ils ne savaient pas que les eurodéputés pouvaient aller comme ça visiter librement des prisons ou des centres de rétention. Vraiment, personne ne l'avait fait avant nous, donc c'est une première. Mais donc on a eu un article qui était plutôt favorable, hein, je dois dire, dans les dernières nouvelles d'Alsace. Mais il faut savoir aussi que ça s'explique par le fait que l'Alsace, c'est une région qui nous est assez favorable électoralement. Voilà. Donc, du coup, la presse est obligée aussi de faire un peu attention aux critiques qu'elle pourrait émettre. Voilà, vous voyez, cette immigration, c'est une première source de difficulté pour Macron. C'est sa grosse source de difficulté. Notre-Dame-des-Landes aussi, hein, je vous signale. Sur Notre-Dame-des-Landes, il a perdu pas mal d'électeurs, parce qu'il avait promis pendant sa campagne qu'il ferait construire Notre-Dame-des-Landes. Il y a beaucoup de gens sur Nantes, ici, qui ont voté pour lui parce qu'ils croyaient en cette promesse. Et moi, j'ai vu dans la presse que beaucoup de Nantais disaient qu'ils étaient écœurés, que plus jamais ils voteraient pour Macron. Hein. Donc là, il a perdu quand même une partie non négligeable, je pense, son électorat, en tout cas dans l'Ouest. Parce que ne pas tenir sa promesse, évidemment, c'est quelque chose qui n'est plus admis par les citoyens. Pendant trop longtemps, les politiques ont fait des promesses qui ne tenaient jamais, mais là, maintenant, franchement, ça ne passe plus. Troisième bévue hein, de Macron, c'est la limitation de vitesse à 80. Vous n'imaginez pas le nombre de mails de citoyens furibards que je reçois. Alors ils se disent, on ne sait jamais, peut-être qu'à l'Europe, ils peuvent enterrer la mesure. Donc les gens, à tout hasard, me saisissent. Bon. Non, malheureusement, on ne pourra rien faire. Hein. Mais enfin, au niveau européen, en tout cas. Si on arrive au pouvoir, bien sûr, on pourra remettre
la limitation à 90. Mais ça prouve quand même que là, je peux vous dire qu'il y a eu un mouvement de révolte populaire. Hein. Et même des gens me disaient « Ah, moi je m'adresse à vous parce que j'en ai marre, mais d'habitude je vote pas pour vous. » Alors ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Donc vous voyez, mine de rien, ça paraît pas grand-chose de limiter la vitesse de 90 à 80. Sauf que ça change la vie des gens qui roulent beaucoup. Hein, j'en fais partie. Il y a quelqu'un qui a calculé qu'un trajet qu'il fait régulièrement, il va devoir mettre 25 minutes de plus, par exemple. Si c'est 25 minutes de plus chaque jour, effectivement, ça change la vie des gens, hein, en mal. En outre, sachez que c'est une mesure absurde, parce que le Danemark a expérimenté cette limitation à 80, et le Danemark est en train d'en revenir, parce qu'ils ont constaté que ça créait plus d'accidents. Parce que agacement des gens, dépassement en mauvaises conditions, et finalement accident. Donc vous voyez, à tout point de vue, c'est une mauvaise idée. Donc ça fait quand même beaucoup de boulettes, comme vous le voyez. Et puis à cela, il faut quand même ajouter que Macron a toujours cette étiquette de président des riches, hein, qui lui colle au corps, et par conséquent, cela, plus tous ces faux pas de la rentrée, ça fait qu'à mon avis, vous allez voir, il va perdre pas mal de popularité. Alors souvent, entre les moments de déception et puis les sondages qui confirment que la déception est là, il se passe un certain temps. Mais vous allez voir, moi je pronostique une baisse. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'il est en difficulté dans sa propre majorité. Avec sa loi sur l'immigration, toute sa frange gauche, hein, presque gauchiste, est en train de le lâcher, y compris à l'Assemblée nationale. Hein. Donc c'est un parti qui commence à se diviser. Il a réussi à ratisser large, Macron, mais là, on est en train d'en voir les limites. Alors face à tout ça, qui sont les opposants ? Eh bien, il n'y a que nous, en réalité. Il n'y a que le Front National. Parce que si vous regardez un petit peu ce qui reste des autres partis, bon, le Parti Socialiste, on n'en parle même plus, hein, ils ne savent plus où ils habitent. Madame Bateau est en train d'ailleurs de tirer à vue sur ses camarades encore plus férocement que nous le faisons, donc c'est dire que ça ne va plus du tout. La France Insoumise, bon, il y a eu un petit moment de grâce après les présidentielles, parce que Mélenchon est un très bel orateur, il faut le reconnaître, mais là on voit que derrière lui, quand même, il y a un certain nombre d'énergumènes. Hein. Et là, quand même, je crois que les Français commencent à se demander, quand même, qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là. Et d'ailleurs, vous voyez, la presse qui était un peu enthousiaste est en train, subitement, de se calmer un peu. Hein. Les journalistes se disent que s'ils soutiennent des gens pareils, peut-être que ça pourrait bien aussi nuire à leur crédibilité. LR, ils sont en crise. Hein. LR est en train de se couper définitivement en deux. Chaque jour, pratiquement, vous avez des gens de LR qui rejoignent La République En Marche. C'est toute la frange centriste qui est en train de partir. Et donc il va bientôt plus rester autour de Wauquiez que la frange la plus droitière, c'est-à-dire des électeurs dont les idées sont finalement assez proches des nôtres. Très proches des nôtres en matière d'immigration et de sécurité, ça nous le savons tous. Et la seule différence qui nous sépare, c'est souvent en matière de conception européenne, puisque ces gens-là sont en général encore attachés à une certaine forme de fédéralisme, alors que nous, évidemment, nous sommes souverainistes. Mais c'est intéressant, hein, affaire à suivre. Si nous manœuvrons bien, si nous arrivons à faire des beaux meetings, des beaux coups de communication, à propulser aussi nos cadres sur le devant de la scène dans les mois qui viennent, et si on arrive à donner de nous l'image d'un parti de gouvernement, on peut attirer ces électeurs-là. On peut les attirer, j'y crois vraiment. Je peux vous dire que les cadres des Républicains, ils n'emmènent pas large à l'heure actuelle. Ils s'interrogent beaucoup sur ce qu'ils vont devenir. Ça, je peux vous le dire. Y compris des gens très connus. Alors, Marine, justement, eh bien, elle n'a pas raté sa rentrée. Je trouve qu'elle a fait une rentrée remarquable. D'abord, elle a commencé par un meeting à Alençon et Essé, dans l'Orne, où elle a eu beaucoup de monde. Donc, c'est un meeting réussi. C'est toujours bien. C'était un sacré pari parce que c'était un dimanche 7 janvier, donc on était à peine sortis des fêtes. Hein, c'était pas une date forcément très favorable. Elle a rempli la salle comme on l'espérait. Elle a fait une belle prestation. La couverture de presse n'a pas été mauvaise. Donc c'est une belle rentrée. Et puis après, elle a fait des coups extraordinaires sur le terrain. Elle a patrouillé avec la BAC.
Alors ça, comme symbole d'un politique qui se préoccupe du terrain, c'est fort, hein, franchement. Et puis, alors, je crois que vis-à-vis de la police, ça c'est une marque quand même de respect qui vaut bien mieux qu'un discours. Elle a été sur le terrain, pas de la Gare du Nord. Elle a également été visiter un centre de rétention, hein, le même jour que nous. Elle a été à Paris pendant que nous on était à Strasbourg. Donc ça, c'était bien aussi. Elle a également été apporter son soutien aux gardiens de prison lorsque, vous savez, il y a eu cette agression terrible par un islamiste hein, qui a blessé assez gravement trois gardiens. Donc elle s'est rendue sur place aussitôt, avant le gouvernement. Mais que fait le gouvernement? C'est invraisemblable. Hein. Le ministre de la Justice, il n'a pas été. Hein. Il n'a pas été occupé autre chose, sans doute, elle n'a pas été. Marine Le Pen y était. Alors, vous voyez, ça, ce sont des images qui frappent. On pourra raconter ce qu'on voudra. C'est de la récupération politique, patati patata. Mais les gens ne sont pas fous. À un moment donné, ils voient ceux qui sont sur le terrain. Et ça, c'est fondamental, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que les Français veulent des politiques qui se préoccupent d'eux. Et se préoccuper d'eux, ça ne consiste pas seulement à voter des lois, à faire son travail de parlementaire, ça consiste aussi à aller rencontrer les gens sur le terrain. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Voilà, donc vous voyez, nous avons une conjoncture très favorable, et puis surtout la conjoncture internationale qui nous porte. Partout en Europe, nos alliés sont en train de monter. L'AfD en Allemagne, près de 100 députés. Ils font un score inférieur à nous pourtant. Mais eux, ils ont une proportionnelle, donc voilà, quand on applique la proportionnelle, ils ont le nombre de députés que nous, on devrait avoir. Voilà, ils en ont près de 100. Une vraie démocratie. En Hollande aussi, notre ami Wilders ne cesse de monter à chaque élection, élection après élection. Hein, et donc, ça lui offre des perspectives très intéressantes. En Italie, notre allié, la Ligue du Nord, a changé de nom. Jean-Claude. Alors, c'est marrant parce que, tu vas dire que je suis obnubilé par ça, mais j'en parlais avec mes collègues italiens. On s'entend très bien avec les Italiens, qui généralement parlent français en plus. Et je leur disais, mais vous devriez changer de nom. La Ligue du Nord de quoi? Du nord de l'Italie, c'est trop restrictif. Surtout que là où ça devient absurde, c'est que même les Italiens du Sud votent massivement pour eux. Donc à un moment donné, il faut passer à autre chose. Eh bien, ils ont tout simplement enlevé du Nord, il s'appelle la Ligue maintenant. Voilà, il s'appelle la Ligue. Parce qu'ils ont fait des scores canons dans le sud de l'Italie. Parce que, évidemment, c'est un parti qui est contre l'immigration. Vous comprenez bien que l'immigration est encore pire dans l'Italie du Sud que dans l'Italie du Nord, évidemment. Donc voilà. Vous voyez, eux, ils ont su évoluer. Et je crois qu'avec cet effort de changement de nom qu'ils ont fait, et c'est symbolique, eh bien, ils sont en mesure d'accéder au pouvoir. Ils vont faire alliance avec Berlusconi, vous allez voir, ils vont probablement gagner. Et les camarades là, qui siègent à côté de moi sur les bancs des députés, si ça se trouve, ils sont ministres dans quelques semaines. Voilà. Donc vous voyez, alors pas tout seul, non, pas tout seul. Là encore, avec des alliés, c'est vrai. Voilà. Donc ça aussi, bon, ça doit nous inciter à réfléchir. Voilà, j'ai déjà parlé de l'Autriche, je n'y reviens pas, mais vous voyez, on pourrait prendre tous les pays, et sachez qu'en coulisses, on fait un gros travail pour préparer les européennes. Ce gros travail consiste à trouver aussi des nouveaux alliés. Je me suis rendu à Madrid cette année pour rencontrer le chef de file d'un nouveau parti qui vient d'être créé, c'est le parti Vox. Le dirigeant s'appelle Santiago Abascal, c'est un homme assez jeune qui est très populaire là-bas. Et il a créé son parti il y a à peu près 1 an, et il est déjà dans les opinions, dans les sondages, les intentions de vote, à plus de 3%. Alors, c'est pas mal. Pour un parti qui existe depuis 1 an, il est déjà à plus de 3%, étant entendu qu'en Espagne, on a des eurodéputés à partir de 3%. Et il nous a dit, voilà, si j'ai des eurodéputés, eh bien, ils iront siéger avec votre groupe Europe des Nations et des Libertés. Ça en fera une nation de plus. Et Abascal, moi j'y crois beaucoup. L'Espagne n'avait pas jusqu'à présent un parti comme ça, nationaliste, fermement décidé à lutter contre l'immigration. Ils n'avaient pas ça. Et maintenant, ils l'ont. Et Abascal est un type absolument remarquable, très bon orateur, assez jeune, il a 40 ans. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait amené beaucoup de militants. Ça ne trompe pas sur la vitalité d'un parti. Beaucoup de militants qui étaient venus, et beaucoup de jeunes. Les moins de 25 ans étaient légion. Et ça veut dire que peut-être l'Espagne est en train de se réveiller. J'ai aussi rencontré un député bulgare, qui
qui est venu nous rencontrer dernièrement, bon, j'arrête pas de tourner, hein, mais c'est un peu ma fonction aussi, qui est venu me rencontrer à Prague. Et vraiment, le courant est très bien passé. Hein, un type remarquable, très posé, avec forte conviction, très proche des nôtres, et lui aussi m'a annoncé que probablement son parti politique, alors là c'est du sérieux parce que c'est un parti politique qui a déjà des députés à l'Assemblée nationale en Bulgarie, hein. Il m'a annoncé que son parti politique probablement ferait campagne européenne avec nous, donc ça fera probablement un allié de plus. Bon, pour l'instant les tractations sont encore en cours, mais ça me semble très très bien parti. On a aussi rencontré des Grecs, hein, toujours à Prague. Alors pas d'Aube Dorée, parce que Aube Dorée, bon, ils ont fait un certain nombre de dérapages verbaux qui fait que bon, ce serait contre-productif de s'allier avec eux, mais un parti qui ressemble un peu à Aube Dorée, en ce sens que c'est un parti qui lutte contre l'immigration en Grèce, et les pauvres, ils ont bien raison, ils sont submergés, encore plus que nous. Mais voilà, avec, semble-t-il, un discours plus rationnel. Alors, à voir, parce que c'est un parti qui vient vraiment d'être créé, mais on a commencé à prendre contact. Alors vous voyez, en réalité, quand je dis on prend contact, c'est eux qui sont demandeurs. Ça trouve que notre groupe Europe des Nations et des Libertés, que nous avons créé avec beaucoup de difficultés en 2014, et puis qui n'a pris son essor qu'un an plus tard, parce qu'il fallait 7 nationalités, on a commencé qu'avec 5, ça vous prouve qu'il commence à avoir de la crédibilité. On est crédible sur l'ensemble de l'Europe. Ça, il faut que vous en ayez conscience. Nous, on a l'esprit un peu déformé en France parce qu'on lit une presse, des médias qui nous sont systématiquement défavorables. Mais en réalité, la crédibilité du Front, elle a dépassé les frontières nationales. Hein. Moi, je le constate sans arrêt. Donc, vous voyez, je veux vraiment vous délivrer un message d'espoir. Il ne faut pas croire qu'on est en difficulté. Je pense qu'on ne l'est pas. On a eu un moment de découragement après les présidentielles parce qu'on voulait gagner. On n'a pas réussi à gagner. Bon, en plus, Marine a fait le choix d'une stratégie pendant le débat qui a loupé, elle est la première à le dire. Hein. Bon, c'est comme ça. Mais maintenant, on est en train, avec un peu de recul, de voir que ça n'est au fond qu'une péripétie. Hein. On est sur une pente ascendante. Et croyez-moi, on va y arriver. Alors pour terminer, j'aimerais vous dire que on travaille toujours évidemment au Parlement européen aussi, on fait notre travail et on a des victoires de temps en temps. Donc, vous voyez, il ne faut pas croire non plus qu'on remet toujours nos victoires au lendemain. Et on a obtenu une belle victoire cette semaine avec la suppression de la pêche électrique. Oui. Une large majorité de députés a voté contre, mais vous savez, il ne faut pas croire que c'était facile. Hein. Nous, on a été parmi les premiers, avec les Verts, il faut le reconnaître, à lutter contre ça. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de contacts avec les pêcheurs du Nord, et les pêcheurs du Nord nous ont expliqué qu'il n'y avait plus de sol là-bas. Tout était tué par les Hollandais qui pratiquent la pêche électrique. Et du coup, ils sont obligés de descendre pêcher jusqu'à Dieppe. Rendez-vous compte? Alors vous imaginez, c'est quand même pas pratique pour eux. Hein. Puis en plus, ça n'arrange pas les pêcheurs normands qui ont l'impression qu'on vient pêcher leur sol. Bon, donc ça n'arrange personne finalement en France. Et à terme, c'était vraiment très très dangereux pour nos stocks de poissons. Donc, pour défendre nos pêcheurs, pour défendre nos stocks de poissons aussi, eh bien, on a coupé le cou à la pêche électrique. Alors, il faut encore faire attention, le vote du Parlement est acquis, et vous savez que le processus législatif de l'Union européenne est tout sauf démocratique, et c'est pas parce que le Parlement a voté que tout est fini. Hein. Mais non, bien sûr, c'est trop simple. Il y a maintenant un trilogue qui va s'engager entre le Parlement, donc, qui est contre, la Commission de Bruxelles, qui est pour, et le Conseil, c'est-à-dire le représentant des chefs d'État, dont on ne sait pas très bien de quel côté il va tomber. Donc il faut réussir le trilogue, il faut espérer que les personnes qui vont représenter le Parlement européen eh bien, vont réussir à être suffisamment pugnaces pour vaincre la Commission de Bruxelles. Mais j'ai confiance, je crois que le Conseil va pencher de notre côté. Voilà. C'était juste un exemple, mais c'est pour vous dire qu'on arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit à avoir des petites victoires. Et puis, peut-être un dernier exemple, nos plus belles victoires, en général, personne n'en parle. Hein, évidemment, nos adversaires n'en parlent pas, la presse n'en parle pas. Et on a quand même eu des victoires extraordinaires ces derniers temps. L'Europe voulait créer une liste des pays sûrs vers lesquels on refoulerait les étrangers. Alors en apparence, ça paraît une bonne idée. Qui était rapporteur adjoint dans cette affaire? C'était moi.
qu'est-ce que j'ai découvert? Que c'était une fumisterie, cette affaire-là. En fait, ce que voulait faire l'Europe, c'est faire une liste avec très peu de pays. Donc il y avait très peu de pays aussi, on ne pouvait plus renvoyer les étrangers. Vous voyez l'astuce? Et notamment la Turquie. Ils ne voulaient pas mettre la Turquie sur la liste des pays sûrs. On aurait cessé de pouvoir renvoyer les étrangers vers la Turquie. Alors c'est un des rares pays qui accepte, bon, on paye suffisamment cher pour ça, mais qui accepte de les reprendre. Alors là, c'était n'importe quoi quand même. Donc je me suis opposé très vivement, j'ai dit que c'était un scandale, etc. J'ai l'impression qu'ils ont eu peur, ils se sont dit que si jamais cette affaire prenait de l'ampleur, ça risquait de se retourner contre eux. C'est enterré. Alors officiellement, c'est pas enterré. Sauf que ça fait plusieurs mois que j'en entends plus parler. Donc c'est enterré en fait. C'est une victoire, vous voyez, simplement parce qu'on fait des menaces, parce qu'il y a ce recours à l'opinion publique. Le TAFTA, c'est Trump bien sûr qui lui a coupé le cou, heureusement. Mais vous faites aucune illusion. Le TAFTA, c'est la plus belle victoire du Front National. Si on n'avait pas été aussi nombreux au Parlement européen à faire une fois un chambard autour de cette affaire, constamment, à faire conférence de presse sur conférence de presse, à hurler dans l'hémicycle, etc., à dire que c'était un scandale, eh bien, ce serait passé. Parce que ce qui s'était mis dans leur tête avant notre élection en 2014, c'est qu'il fallait impérativement que tout soit bouclé fin 2016, parce qu'ils craignaient en effet qu'on élise un nouveau président américain qui soit hostile. Ils avaient anticipé. Et on a tellement fichu le bazar que tout a été ralenti. Ils n'ont pas réussi à tout boucler fin 2016. Et donc, Trump est arrivé, il n'avait plus qu'à porter les stockades et c'était gagné. Mais on s'est donné du mal. Je vous rappelle que moi, je suis allé à Washington. On m'a interdit de me faire accompagner par le moindre assistant. J'étais tout seul pour me débrouiller à parler en anglais avec les Américains. Moi, je suis quand même pas bilingue. C'était compliqué. Tout ça pour aller essayer d'enquêter sur ce qu'il y avait dans le TAFTA, parce qu'on nous cachait tout au Parlement européen. Et à un moment donné, on s'est dit, il n'y a qu'à aller demander aux Américains, ils sont francs, ces gens-là. Effectivement, j'ai posé des questions, ils m'ont répondu à tout. Est-ce que vous êtes pour les appellations d'origine protégée? Parce que nous, on y est très attachés en France. Les Américains me disent, non, pas du tout, pas du tout. Alors je dis, pourtant, l'Union européenne nous assure qu'on les gardera. Les Américains me disent, non, on n'en veut pas. Bon. Alors qui croire? J'aurais plus tendance à croire les Américains. Vous voyez, c'était très mal parti, cette affaire. C'était la ruine de la France, cette affaire. Il faut en avoir conscience. Et on a gagné. Rien que pour ça, notre lutte n'aura pas été inutile. Et puis, dernier exemple, le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Alors ça, c'est un piège mortel, parce que les produits américains vont transiter par le Canada pour revenir chez nous. C'est une façon d'essayer de contourner l'abandon du TAFTA. Sauf qu'on a gagné aussi, en fait. On a gagné. Pourquoi? Parce qu'on a saisi, on a réussi à intriguer au sein du Parlement européen pour qu'on saisisse la Cour de justice de l'Union. On lui a demandé, est-ce que c'est un traité qui doit être ratifié seulement par le Parlement européen, ou bien est-ce que c'est un traité qui doit être ratifié par le Parlement européen et par les parlements nationaux? Parce qu'il y a deux catégories de traités au droit européen. Et si on a posé la question, c'est qu'on espérait la réponse numéro 2. Si on n'avait pas été là, personne n'aurait posé la question. Ça passait comme une lettre à la poste. Et qu'est-ce qu'a répondu la Cour? C'est un traité numéro 2, dans le jargon européen, un traité mixte. C'est-à-dire que pour que ça soit définitif, il faut que ça soit ratifié, non seulement par le Parlement européen, mais par tous les parlements nationaux, des 27 États membres. Et ça, je peux vous dire, avec l'Autriche maintenant, avec pas mal de pays qui commencent à hésiter, notamment les pays d'Europe de l'Est, c'est pas gagné. Donc je crois, vous voyez qu'il faut vraiment repartir au combat en se disant qu'on a déjà des belles victoires et que demain, avec la pente ascendante que nous voyons avec Marine qui est en train de réussir sa rentrée, eh bien on va y arriver. Donc les deux principaux objectifs en termes vraiment nationaux, c'est les européennes en 2019. Il faut faire un score encore plus fort que la dernière fois pour rentrer en force au Parlement et essayer de prendre le contrôle de l'Union européenne. Et 2, bien sûr, mais ça on aura encore le temps d'y penser, en 2022, c'est la présidentielle. Voilà, donc il faut vraiment se mettre en ordre de route, il ne faut pas être défaitiste, la conjoncture est très bonne pour nous, contrairement à ce que dit la presse. Vive le Front National, vive la France et vive les militants de la Fédération de Loire-Atlantique. Merci Gilles. Je vais vous inviter à Saint-Nazaire, pour ceux qui sont intéressés,
Mardi prochain, je passe donc, j'aurai la décision définitive du tribunal de Saint-Nazaire. L'association musulmane portait plainte contre moi et donc mardi, le résultat sera connu. Donc pour ceux qui sont libres, je vous donne rendez-vous à 13h45 au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, mardi. Bonne journée. Merci Gilles pour ce discours. Bravo pour le travail effectué au Parlement européen et la